on se dirige, merci Skype, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il est vraisemblablement compliqué de faire respecter ou d'observer un certain confinement avec ces mesures de distanciation. Est-ce que du coup, docteur Hatem, on a constaté que dans le département de la Seine-Saint-Denis, il y avait plus de cas que de Covid-19? Alors, il y a plus de décès. Dans les hôpitaux, je pense qu'il n'y a pas plus de cas qu'ailleurs. Par contre, cette idée que le confinement est moins bien respecté, c'est pas forcément si vrai ni si simple. Il est certain que quand on est 8 dans 20 mètres carrés, la distanciation sociale est un vœu pieux et que n'importe quel virus va être partagé par toute la famille. Donc, c'est pas du tout la même façon de se confiner, ça n'a pas du tout le même impact, évidemment. Le fait d'avoir des difficultés financières, le fait, par exemple, que les enfants qui mangeaient à la cantine où ça coûtait rien, il faille aujourd'hui les nourrir, peut poser des problèmes. Enfin, la précarité et le mauvais état de santé de base aggravent les choses. Et c'est pas du tout parce que les gens sont moins sages, moins disciplinés, moins cela. Bah, bien sûr, c'est rester confiné chez soi quand on n'a pas de chez soi, déjà, ça peut faire sourire. C'est évident. Et puis, en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de gens qui font des petits boulots. Et ce sont ces petits boulots-là qui, aujourd'hui, font tourner la machine, que ce soit des caissières, les ambulanciers, les aides-soignantes, les infirmières. Tous ces gens-là sont, pour reprendre le langage guerrier qui n'est pas tout à fait adapté, mais un peu au front, en tout cas au front du virus, et évidemment plus en contact intime avec lui, et donc plus souvent malades que les gens qui télétravaillent. Donc, je pense que toutes ces choses s'additionnent pour expliquer aussi la surmortalité et la surgravité de la situation en Seine-Saint-Denis. Oui, ne tomberait pas dans la stigmatisation qui serait un peu facile par ces temps où on est tous très stressés, très tendus, on a peur de l'autre. Et il est un fait réel qui n'est pas spécifique au département de 93 de la Saint-Denis où vous exercez, docteur Hatem, mais le département que vous connaissez bien, dans les rapports aux autres, cette promiscuité ou ce confinement qui peut exacerber certaines relations déjà un peu compliquées. Vous êtes en charge depuis plusieurs années, vous êtes gynécologue obstétricien donc à l'hôpital de La Fontaine, et attenant à l'hôpital de La Fontaine, il y a un magnifique endroit qui s'appelle la Maison des Femmes qu'on avait visité il y a quelques temps. Donc cette Maison des Femmes qui a une vocation à accueillir les personnes qui sont victimes de violences conjugales. On a beaucoup parlé dans les médias de ces violences conjugales qui pouvaient être plus importantes pendant cette période de confinement, cette violence vis-à-vis des enfants, mais du conjoint. Vous avez pu le vérifier, vous, depuis ces quelques semaines de confinement? Alors, ce qu'on vérifie, pas directement nous-mêmes, c'est quand même qu'il y a une flambée des violences, puisque M. Castaner nous a expliqué qu'il y avait 30% d'appels en plus. Et ça nous paraît tout à fait logique, parce que avant, les femmes et les enfants avaient un exutoire, pouvaient sortir, l'école pouvait être un lieu ressource, les femmes pouvaient venir en consultation. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas. Donc, elles sont totalement à la merci de leur agresseur, et évidemment, ça va se terminer mal plus souvent, on en est certain. Ce qu'on observe, nous, par contre, c'est qu'on n'a plus de femmes qui viennent pour des conseils, pour des avis comme ça, parce qu'elles ont probablement peur de sortir et qu'elles ne peuvent pas justifier aussi cette sortie auprès de leur conjoint. Donc cette diminution de fréquentation nous préoccupe. Toutes les femmes qu'on connaît, avec lesquelles on est en contact, on maintient le contact par téléphone. Nos psychologues font de la téléconsultation, nos sages-femmes aussi. On a beaucoup moins d'appels et beaucoup moins de femmes qui viennent. Donc on se dit, forcément, cette difficulté va rejaillir sur les chiffres et sur les situations réelles. La Maison des Femmes, en fait, est restée ouverte, c'est ça? Elle reste ouverte? Oui. Et je te disais que la Maison des Femmes reste ouverte pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on s'est dit que si les femmes avaient la possibilité de venir nous voir, elles auraient porte ouverte.
et on serait en capacité de les accueillir, de leur donner des conseils, de leur faire des certificats, enfin ce qu'on fait depuis toujours. Et puis il y a aussi le problème des avortements, qui est pour nous extrêmement important, puisque nous sommes aussi un centre de planification familiale. Et là, on s'est dit qu'il fallait non seulement rester ouvert pour les avortements, mais nous réorganiser de manière à les rendre possibles et faciles. Parce que, vous le savez sans doute, Madame Arabe, mais là, une des premières choses que les hôpitaux ont fait, ça a été d'annuler toutes les interventions chirurgicales non urgentes de manière à garder les places en réanimation, les places en salle de réveil, les places au bloc opératoire, les respirateurs disponibles. Et donc, nous, on faisait 4 ou 5 avortements sous anesthésie générale par jour. Il a fallu réorganiser les avortements et les faire par médicaments, à domicile si possible à cause du confinement. Et quand ce n'était pas possible, sous anesthésie locale. Donc ça nous a demandé un réajustement, une réorganisation. Et c'est aussi pour cette raison qu'on est absolument resté ouvert et qu'on garde les mêmes horaires, le même accueil. Il a fallu effectivement vider les hôpitaux pour préparer, pour rendre disponibles les services pour l'accueil des personnes contaminées. Dans les traitements qui sont mis également en stand-by, dans la prise en charge qui est mise en stand-by également, c'est tous les traitements pour lutter contre la stérilité féminine et masculine aussi. Il y a grosso modo de PMA, d'assistance à la médicale à la procréation depuis quelques semaines, et encore pour quelques semaines. Oui, on a tout de suite fermé l'unité de PMA parce que pour le coup, c'est pas un soin urgent. Les femmes qui avaient commencé leur traitement, leur piqûre qui était sur le point de pouvoir être prélevée, on les a prélevées, on a congelé les ovocytes parce que personne ne sait rien de très précis aujourd'hui sur la transmission du virus, etc. Donc, par précaution, on a très vite arrêté ça. On a arrêté toute la chirurgie pas urgente. Et même certains cancers qui pouvaient être reportés ont été reportés. Donc, c'est sûr que pour les patients qui attendaient depuis très longtemps certains rendez-vous, même la chirurgie de réparation du clitoris, par exemple, qu'on a complètement arrêté, on a annulé toutes les patientes. Donc, voilà, c'est un peu douloureux pour eux, mais l'enjeu est tellement important que les gens ont été très compréhensifs. Par contre, l'avortement, le gouvernement a redit que c'était un soin urgent, parce que, évidemment, à cause des délais, on ne peut pas dire aux gens, non mais revenez dans 2 mois, on verra. Donc, il faut gérer cette urgence en même temps que les autres. D'accord. Ce qui n'est pas une urgence, mais un suivi logique, effectivement, il y a tout ce qui est suivi de grossesse et des accouchements. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières actuellement pour suivre et faire en sorte que les patients, Covid ou pas d'ailleurs, accouchent dans les meilleures conditions? Est-ce qu'il y a une adaptation à l'accouchement, par exemple, des dispositions particulières? Alors déjà, pour le suivi de grossesse, les sages-femmes se sont mises à faire beaucoup de téléconsultations, donc ça c'est bien. Pour les échographies, évidemment, on ne peut pas faire de télééchographie, donc on a maintenu ouvertes les consultations d'échographie de manière tout à fait normale, avec les précautions d'usage, de désinfection, des sondes, des machines, et de tous ces protocoles-là qui sont aujourd'hui très clairs. Au niveau de l'accouchement, il y a bien sûr soit les patientes sont suspectes et là, il y a des salles dédiées aux accouchements Covid. Au niveau de l'hospitalisation aussi, on a fait des unités Covid+. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles sont moins sollicitées, donc on va probablement réduire un peu. Il y a eu tout un débat dans les maternités sur la présence du papa. Certaines maternités qui ont été d'emblée très strictes ont été accusées d'être maltraitantes. Bon, je pense que la situation est compliquée pour tout le monde, que chacun essaye de faire du mieux qu'il peut, le moins mal, et qu'il y a eu des flottements. Puis aujourd'hui, on accepte les papas s'il n'y a pas du tout de doute à l'accouchement, parce que c'est quand même dur, triste d'accoucher seule. Et surtout, on essaie de renvoyer les femmes le plus vite possible chez elles, ce qui est une bonne chose, parce que ça leur évitera de se faire contaminer à l'hôpital, avec l'hospitalisation à domicile, des sages-femmes, et puis les centres de PMI, certains restent ouverts, donc la femme peut aller faire peser le bébé, voir une puéricultrice. Donc on essaie de ne pas les abandonner, mais de faire en sorte que l'hôpital ne soit pas surchargé pour rester disponible autant que de besoin.
J'ai entendu, sans doute, est-ce une ineptie, qu'il y avait plus d'accouchements par césarienne du fait du Covid. C'est une réalité ou c'est une fake news comme on en entend beaucoup? Je pense que c'est une fake news. Le Covid n'impose pas de faire des césariennes. Heureusement. Simplement une surveillance particulière. Oui. Et quand sait-on aujourd'hui de la transmission de la maman Covid à son bébé? Alors, la transmission, ce qu'on a lu au début de l'épidémie, c'est qu'il n'y avait pas de transmission in utero de la maman au bébé, mais qu'il pouvait y avoir une contamination après la naissance, bien sûr. Mais toutes nos données sont soumises à caution, les choses évoluent. On attend d'avoir plus de data pour être formel. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est le 7 avril, donc on vit, vous me disiez un peu plus tôt, docteur Atem, que non, sans crier toute une victoire, qu'il y a un certain stress qui retombe. On ne revient pas à une situation normale, mais vous avez été dans un moment d'intense occupation, de stress. Les chiffres sont là pour dire que on n'est pas sorti de cette période de crise, mais que les choses auraient tendance à s'apaiser. Alors, il y a eu par exemple à nouveau plus de morts hier qu'avant-hier, mais de ce que disent les médecins urgentistes et pas que à De La Fontaine, c'est qu'il y a moins de nouveaux patients qui viennent, donc ça c'est quand même très réconfortant. Et par rapport aux échanges que j'ai vus passer entre toutes les maternités d'Île-de-France, tout le monde s'est fait la réflexion qu'il y avait moins de patientes infectées qui venaient dans les maternités. Donc je me dis que si ça s'est observé sur beaucoup de maternités, c'est une tendance toute récente, hein, on ne crie pas victoire, mais ce sont des nouvelles qui nous donnent un petit peu de réconfort quand même. Il faut peut-être finir sur une note objective. Toute cette période de stress que vous êtes en train de vivre, de réorganisation drastique des services, peut-être faire repenser l'organisation du service de manière générale, de manière pérenne, cette situation de crise qu'on vit aujourd'hui. C'est une refonte, c'est peut-être pas à vous d'ailleurs, je peux vous la poser à vous, docteur Atem. Vous avez été capable, l'organisation, on sait que les hôpitaux se sont organisés assez rapidement, qu'il y a eu effectivement une mobilisation et c'est encore une manière de rendre hommage à tous les professionnels de santé qui prennent soin de nous au quotidien, nous qui sommes à l'abri au chaud, mais dans la perspective, c'est un moment aussi où on se remet en question sur une organisation qui pourrait être améliorée. Je pense que ceux qui n'en étaient pas convaincus ont pu comprendre que parfois certains process pouvaient être allégés sans qu'il y ait de dommages en termes de santé, on pouvait être plus flexible sur des échanges téléphoniques, sur du suivi aussi téléphonique. Après, je pense que les patients ont quand même besoin de voir des êtres humains et que rien ne remplacera la consultation en face à face. Donc, peut-être qu'on ira vers quelque chose de plus souple, qu'une partie des choses pourront se faire avec beaucoup moins de paperasse et beaucoup moins de lourdeur administrative. Et ça serait bien. On a vu qu'en cas d'urgence, on était capable de se débarrasser de pas mal d'administratifs inutiles. On espère qu'il va nous en rester un petit peu de positif. Non, génial. Et puis dans les choses positives, je pense que vu le confinement qu'on vit depuis 3 semaines à mois, qu'il va y avoir un pic de naissance, c'est ce qu'on imagine dans quelques mois. Vous avez encore un peu de boulot devant vous. Un pic de naissance ou un pic de demande d'avortement? Parce que peut-être que ces grossesses ne sont pas forcément souhaitées. Ce qu'on espère surtout, c'est qu'on n'aura pas trop de femmes qui vont se déconfiner un peu tard par rapport à leur souhait d'avorter. Parce que là, ça va faire une surcharge de sollicitations et qu'on n'est pas certain que ce sera facile à gérer. Mais chaque problème en son temps. Peut-être tu as dû suivre nos tribunes et nos appels au gouvernement pour prolonger l'autorisation d'avorter de 15 jours. Voilà, on reste là-dessus. Parce qu'on est sûr qu'il va y avoir des petits drames au déconfinement. Donc, peut-être si tu pouvais relayer d'une façon ou d'une autre notre tribune, appeler à ce qu'elle soit signée par des personnalités. On ne sait jamais, peut-être que M. Véran se laissera fléchir. Amadoué. Bon, mais on va la relayer, on va la
d'ailleurs enceinte. Merci beaucoup, docteur Hatem. Bon courage à toi, bon courage à toutes tes équipes. À bientôt. Et puis à bientôt.